Carlos, bonjour. Bonjour. Je suis ravie que tu aies accepté de venir faire cette première émission avec moi, cette première petite émission sur oser être soi dans le monde artistique. C'est une question qu'on va se poser tout au long de cette interview, de différentes façons. L'idée est de s'adresser évidemment à tous les gens qui pourraient nous regarder, qui ont envie de faire un métier d'artiste, qui font un métier d'artiste, et de partager simplement le plus honnêtement possible, le plus sincèrement possible, ton avis sur la vie d'artiste, sur ta vie d'artiste, multiple. Oui, plusieurs casquettes. Mais c'est marrant parce que je vais déjà un peu t'interrompre. Je ne me considère pas vraiment encore comme un artiste, je suis plutôt un artisan. Et j'aime bien ce mot artisan parce que dans l'artisan, il y a la passion qui est là. Moi, je pense que mon maître, qui s'appelait Arturo de Ascanio, qui était un des plus grands magiciens du monde, à la fois théoricien, praticien, qui n'était pas du tout professionnel. Donc, tu as des gens qui ne sont pas professionnels, mais qui ont plus de valeur artistique que des professionnels. Il y avait quelqu'un qui disait, on parlait de la chanson, par exemple, il y a 3 types de chanteurs, mais ça va pour les magiciens, pour les musiciens, pour tout, pour les comédiens. Il y a 3 types de chanteurs, il y a les bons, il y a les mauvais, et il y a ceux qui plaisent. Et dans ceux qui plaisent, parfois, ils ont beaucoup moins de talent que les bons et ont plus de succès que les bons. Donc, il y a une alchimie comme ça, enfin, très, 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 très étrange. Donc, voilà, je pense être un artisan avec cette notion, justement, de passion qui, j'espère, me suivra jusqu'à la fin de ma vie. Je parle beaucoup, vous allez le voir. Donc, ça fait 35 ans. Oui, j'espère. Et ça fait 35 ans que c'est mon métier. Donc, et pour revenir dans le passé, quand j'avais 21 ans, donc je deviens le premier professionnel à vivre de la magie de proximité en Belgique. Et tout le monde, à l'époque, me dit, Carlos, tu ne peux pas vivre de la magie, tu ne peux pas. Donc, il ne faut jamais écouter les autres. Il faut s'écouter soi-même. Cette petite voix intérieure qui est en nous, ce trésor intérieur qu'on va développer avec le temps, en sachant que la perfection n'existe pas, qu'il faut être heureux sans elle. Oui, ça, c'est un travail de toute une vie, je crois, pour certains. De toute façon, parvenir à se comprendre et savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est aussi un travail de toute une vie. Mais ça, peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs dans cette interview. Je te suis au gré de... C'est une danse, c'est une danse entre toi et moi, de toute façon. Alors, je prends plaisir à taper le couteau suisse. Le MacGyver de la... C'est un peu ça, parce que vraiment, oui, là, tu viens de parler de la magie. Tu fais un tas de choses. Alors, je prends mes petites notes parce que... Bien sûr. Voilà, bien sûr, déjà sur ton site, il y a pas mal de choses. Magicien, illusionniste, poète, auteur, animateur promotionnel, homme de communication, créateur d'une boîte d'événementiel, animateur télévision, pour ceux qui s'en souviennent. Et moi, en tout cas, c'est la première fois que je t'ai vu parce que j'ai fait Pour la gloire à l'époque. Avec toute une bande d'amis. On est tous passés par là, Nuno, Philippe Lavilla, enfin bon, bref. Des gens de talent. Des gens de talent et qui ont tous développé le talent et qui sont tous dans le métier d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Donc, déjà beaucoup de casquettes, on va dire, professionnelles quand on va voir sur ton site. Et j'avais envie d'ajouter, moi, parce que je commence tout doucement à faire connaissance avec toi. Et donc, j'avais envie d'ajouter homme sage, homme de partage, fondu d'arts martiaux. Je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est uniquement... Alors, je donne cours de défense personnelle, mais non, ce n'est pas professionnel. Ça reste de nouveau une passion, un hobby, et le partage est là. Donc, j'ai envie de partager mes connaissances en sachant que je ne détiens pas la réalité, que c'est ma réalité, parce qu'on a tous des filtres éducationnels, culturels, philosophiques. Moi, je dis toujours que la meilleure manière de poser une question, c'est déjà de connaître la réponse. Parce qu'alors, on risque d'entendre une autre réponse que la nôtre. De connaître sa réponse. Oui, de connaître sa propre réponse, mais d'entendre peut-être une autre réponse qui va illuminer en fait un chemin de réflexion, de méditation. Parce que moi, je pense que nos vérités d'aujourd'hui sont peut-être nos mensonges de demain. Quand Galilée a dit que la Terre était ronde, enfin ovale, tout le monde a dit « mais tu es fou, on a failli le brûler, on l'a enfermé », alors qu'il avait raison. Donc, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Moi qui suis illusionniste, créateur d'illusions, mentaliste, voilà. La plupart des gens disent qu'il faut le voir pour le croire. Moi, je suis persuadé du contraire. Il faut le croire pour le voir. C'est vrai. Je suis plutôt du genre à penser comme ça aussi. En tout cas, avec le temps. Oui. Vraiment.
justement, tout ce côté art martial, c'est pas juste un sport, en fait. C'est une philosophie, c'est une façon d'être, une façon de vivre sa vie, en fait, je pense carrément. Ça fait partie intégrante de ma vie. Je veux dire, j'ai besoin de cet équilibre entre le corps et l'esprit. Dans les arts martiaux, c'est pas un sport, c'est pas un sport de combat, c'est vraiment un art où on développe en fait le bien-être, on maîtrise nos peurs, on cherche un équilibre entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, on travaille sur la mémoire, on travaille sur la technique, on travaille... Voilà, mon maître de karaté japonais, qui était le fils du fondateur du style que je pratique, s'appelle Shito Ryu, s'appelait Dongma Buni, il avait 92 ans et il faisait 4 heures de karaté par jour. Wow. Ce qui sous-entend que la société nous induit. La société nous dit, vous êtes vieux, vous perdez la mémoire, vous êtes vieux, vous perdez la mobilité. Tout ça, c'est faux. Voilà. Donc, moi, je suis persuadé que je vais remonter le temps à nouveau. En 1987, je pars aux États-Unis pour faire un concours de magie que je gagne. Parce que les Américains étaient les meilleurs, mais je me suis dit, tiens, l'Espagnol, il peut peut-être faire quelque chose. Et je rencontre un magicien à Nashville qui avait 102 ans. Il avait 102 ans, il marchait avec une canne mais plus vite que moi, il écrivait sans trembler, et il faisait encore des spectacles. Et pour moi, ça a été une leçon de vie. Je me suis dit, ça, c'est le secret de la longévité. Tant qu'on reste passionné, tant qu'on reste actif, tant qu'on a des objectifs, on vieillit moins vite que les autres. Et on peut aller beaucoup plus loin que les autres. Je crois vraiment, je crois à la vraie magie. La magie, pour moi, la vraie magie, c'est celle de l'esprit, bien sûr, et c'est celle de l'invisible qui nous entoure et qu'on ne voit pas. Donc, je suis persuadé qu'elle existe. Je ne suis pas là pour vous convaincre. J'ai eu quelques, on va dire, révélations. Moi, je suis déjà convaincue, voilà. Donc tout va bien. Voilà. Mais tout le monde ne le sera pas et on n'est pas là pour les convaincre non plus. Mais voilà, moi, je préfère vivre dans une illusion qui me fait du bien que dans la réalité qui me fait du mal. Parce que le monde aujourd'hui est fou. Et voilà. Et les artistes, je pense, puisqu'on parle d'artistes, puisque c'est le thème principal des interviews que tu vas faire dans le futur, je pense que les artistes, nous sommes les nouveaux prophètes, sans vouloir exagérer, bien sûr, sur notre qualité. Les artistes ont le pouvoir de créer des émotions. Les artistes ont le pouvoir de transmettre leur vérité, de mettre des messages. À l'époque, les prophètes, on les écoutait, on les suivait, on allait de village en village pour les suivre. Aujourd'hui, on n'a plus cette possibilité-là, mais les artistes, que ce soit un auteur, que ce soit un réalisateur, que ce soit un chanteur, que ce soit un poète, pendant quelques instants, on va l'écouter et on va être submergé d'émotions grâce au message qu'il va nous transmettre. Et peut-être que c'est ça, finalement. Les nouveaux prophètes d'aujourd'hui, ce ne sont plus les gens des hommes de religion ou des femmes de religion, mais ce sont ces artisans d'un art ou ces artistes qui nous font du bien. Et là, on touche vraiment au sujet, en tout cas, de la manière dont je le vois moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va délivrer un message, il me semble important que ce message vienne de nous. Et une des questions qui tourne ici et qui tournera dans ces vidéos, c'est l'idée de savoir si le rêve qu'on peut être en train de vivre quand on est artiste est vraiment notre rêve à nous. C'est pas toujours le cas. Donc ça, on y reviendra. Et donc, effectivement, là, on touche du doigt le pourquoi de ces interviews et le comment de ces interviews. Ben voilà, il n'y a pas de hasard. Et merci. Alors, pourquoi j'ai eu envie de t'inviter? Parce que, justement, il y a cette idée de couteau suisse qui touche à beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui, d'une manière comme d'une autre, me paraissent à moi artistiques. J'ai oublié de dire que tu étais papa, et ça aussi, c'est un art. Je suis maman, je sais de quoi je parle. Mais non seulement ça fait partie, évidemment, plus qu'intégrante de notre vie, mais je crois que c'est aussi un art, quelle que soit la façon dont on est parent, évidemment. Et on n'apprend pas à être parent. Et on n'apprend pas à être parent, et on n'a pas de diplôme pour être parent, et on n'est pas payé pour être parent, on n'est pas parent professionnel, mais donc... Et on peut faire du bien et du mal. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, tu jongles avec beaucoup de choses. Entre autres, avec l'écriture, je vais quand même toucher deux mots de cette partie de ta vie et de ma vie, du coup, parce que d'une certaine manière, je te dois beaucoup. En tout cas, je te dois l'encouragement. Voilà, on va dire l'encouragement. Mais c'est énorme. Tant mieux. Enfin, tant mieux. Je ne pense pas que tu me dois quoi que ce soit. C'est vrai qu'être encouragé, c'est important. Et plus on l'est, plus on se sent mieux avec soi-même. Mais d'un autre côté, je pense qu'on a, bien sûr, on a besoin des autres pour s'exprimer, pour partager, mais pas. Il faut les écouter, bien sûr.
Mais après, il faut écouter sa propre voix intérieure. C'est pour ça que la méditation, par exemple, l'introspection est très importante. Aujourd'hui, on a plein de directions d'attention qui nous prennent du temps, que ce soit la vidéo, que ce soit la télévision, que ce soit la politique, que ce soit... Et en fait, on n'a plus le temps de se recentrer. Et je pense qu'il est important tous les jours, 20 minutes par exemple, de tenter de méditer sur sa propre existence. Et la méditation, elle est très simple. Si on sait respirer, on sait méditer. C'est comme si on avait un ciel bleu, ça c'est l'harmonie qu'on peut trouver en nous, et puis il y a des nuages qui arrivent, ce sont nos pensées, et parfois ces nuages sont très très denses, on ne voit plus le ciel bleu, mais on sait qu'il est là, qu'il est là-haut, quoi qu'il en soit. Donc voilà, prendre du temps pour soi, que ce soit se promener, ça peut être... Alors la méditation, elle peut être active, hein, ça peut être du sport, marcher, voilà, etc. Je médite tous les jours. C'est important, faites ça, s'il vous C'est plaît. très important. Il y a tout un tas de manières de méditer. Personnellement, je vais m'asseoir au pied de l'arbre protégé à l'intérieur quand je médite. Donc, chacun le fait à sa façon. Donc, ça veut dire que tu visualises, tu te visualises à l'intérieur. Beaucoup en visualisation. Et puis voilà, la connexion, le bas, le haut. Mais il y a effectivement un nombre incalculable de façons de méditer. Bien sûr. Même dans la cuisine, on peut méditer. Exactement. En fait, c'est le pouvoir de l'intention. Se concentrer sur une chose bien précise et pas 50 en même temps. Exactement, c'est la focalisation. Je vais ouvrir une petite parenthèse, parce que j'en parle dans mon prochain livre. C'est pas de moi, hein, c'est quelque chose qui appartient, on va dire, à la tradition orale. Hein. C'est un gars qui voit un tailleur de pierre en train de tailler sur une pierre. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Le mec, il dit, je taille une pierre. Bon. 100 mètres plus loin, il voit un autre tailleur de pierre. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Et lui dit, je gagne ma vie. Et puis il va un peu plus loin, il voit un autre tailleur de pierre, il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et le type dit, je construis une cathédrale. Les trois font la même chose, mais le pouvoir de l'intention est différent. C'est pour ça que je pense qu'un chef-kok, par exemple, on en a 5 qui font le même plat, ce seront 5 saveurs différentes, parce que le pouvoir de l'intention est là. Et lorsqu'on parle de focalisation, d'être dans la pleine conscience de ce qu'on fait, alors tout va beaucoup plus simple. On n'a pas le trac, on n'a pas le stress, parce qu'on est nous dans l'instant présent. Le stress, le trac ne peut arriver que si on est acteur et spectateur d'une communication. Ça veut dire qu'on se voit, on se sent, voilà, et on se sent jugé. Et si on se sent jugé, ça veut dire qu'on se sent critiqué. Et donc là, on a plein de mauvaises pensées. Oui, parce qu'étrangement, quand on se sent jugé, on ne va jamais se dire « il pense du bien de moi ». On va plutôt penser oui, ou alors on va avoir une peur qui est « j'ai peur de décevoir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Moi, je dis, dans un de mes livres, je disais que derrière chaque peur se cache un désir. C'était dans l'inspiration. Un exemple, si on était un couple tous les deux, j'ai peur de te perdre parce que je désire faire ma vie avec toi. Donc pour moi, une peur n'est pas un frein, c'est un moteur de vie. Moi, j'adore me mettre dans des situations où j'ai peur. Voilà. C'est une peur saine, en tout cas, du coup. Pardon? C'est une peur saine. C'est une peur saine, oui. C'est important. Ouais. C'est-à-dire que la peur malsaine, celle dont on parlait avant, celle qui rend mal. Qui te bloque, qui te... Oui, voilà. Non, ça c'est bien sûr. Bien sûr. Ok. On parlait, tu parlais d'inspiration. Oui. Il y a inspiration, il y a expiration. Et le prochain arrive pour le prochain arrive. Je les ai presque tous, pas encore tous. Je vais d'ailleurs en profiter pas, quand même pour montrer voilà. ailleurs. Alors, je vais me rapprocher juste comme ça. Évidemment, là. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais je voulais parler de ce livre parce que c'est donc celui qui m'a fait me rapprocher de toi. Oui, je voulais aussi parler du livre parce qu'il fait partie d'une collection qui s'appelle Les Opuscules, qui est publiée chez Lamirois et qui est une super collection de bouquins, je trouve. Pour ceux qui aiment lire et pour ceux qui n'aiment pas lire, en fait. Voilà. Ou qui aiment moins ou qui n'ont pas le temps. Parce que ce sont des tout petits livres. Et donc, on peut avoir peu de temps dans un transport en commun, dans une voiturette, que sais-je, ou bien peu de temps chez soi, et se dire j'ai envie de lire un petit truc, mais j'ai pas envie d'entamer un truc qui va prendre 3 jours ou que je vais pas finir. Donc il y a ça, et puis pour ceux qui aiment lire, il y en a un par semaine. Donc, alors l'idée de notre éditeur, puisque nous sommes dans la même maison d'édition, donc Éric Lamirois, était la suivante. Il avait la plus petite librairie de Bruxelles. Et puis il y avait des gens qui aimaient lire, qui n'avaient pas l'argent. Oui, il y avait des gens qui avaient l'argent, mais qui n'aimaient pas lire. Exactement. Et donc, il a créé cette collection opuscule, 5000 mots, un peu plus de 5000 mots,
Pour les gens qui n'avaient pas d'argent, 4 €, ça va. Pour les gens qui n'aiment pas lire, 5000 mots, ça va. Donc voilà, c'est une collection magnifique où on découvre des auteurs de talent et plein de créativité, quoi. Complètement, oui, c'est une super collection. Je mettrai des liens, évidemment, en dessous de la vidéo au fur et à mesure. Donc, quand j'ai écrit ma nouvelle pour la Miroir, j'étais un des premiers à la lire. Oui, le premier, pratiquement, avec ma maman, toujours voilà. ma maman. Ouais. Et donc, j'ai été un peu au culot, hein. C'est un peu comme ça que fonctionne, j'avoue, en venant te trouver sur Facebook, en te disant, voilà, j'ai lu votre nouvelle que j'ai adoré. Alors, vraiment, j'ai adoré cette nouvelle. Merci. J'ai adoré la tienne. Hein. Merci. Vraiment, vraiment. Là où on a un point en commun, je dirais, dans cette nouvelle, mais on ne va pas les dévoiler parce qu'il faut les découvrir, c'est justement, je vais prendre une grande référence, Raymond DeVos, qui nous amenait là et tout d'un coup aller là-bas et puis là-bas et on se disait, mais incroyable, quoi. On a été un peu manipulé. L'inattendu. Voilà. La surprise, l'inattendu, l'extraordinaire, donc qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, moi, quand tu m'as contacté et que tu m'as envoyé les nouvelles, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir, ce qui n'est pas le cas de toutes les nouvelles ou les livres que je reçois de personnes qui me demandent. C'est ça qui est parfois compliqué. Parfois, oui, j'imagine, dans tous les arts. Hein, c'est difficile il faut trouver des mots justes pour transmettre des vérités, en sachant que, encore une fois, c'est notre goût à nous, mais peut-être que le goût d'une autre personne va adorer. Je vais prendre l'exemple de Dan Brown, par exemple, qui est un auteur qui vend énormément. Dan Brown, il écrit très bien, mais moi, je sens la technique de l'écriture. Je ne sens pas de vérité en lui, d'authenticité. Je vois un produit de marketing. Un peu comme Joe Vitale, qui a participé au Secret, qui a écrit Zéro Limite. Je ne sais pas si tu as lu ce livre. Non, celui-là, non, j'ai lu Le Secret. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a d'autres auteurs où on rentre dedans et on est bouleversé par la simplicité, entre guillemets, simple ne veut pas dire facile, et l'authenticité, et voilà. Et encore une fois, quand moi j'ai lu ta nouvelle, voilà, c'est ça, j'ai vraiment, vraiment accroché. Et donc, oui, je dis, vas-y, puis envoie-la à Eric, c'est magnifique. Merci, oui, et puis ça a plu, et puis voilà, ça a été publié, donc merci beaucoup. Je vais quand même en venir un petit peu à revenir, essayer de me rapprocher du sujet, parce que je peux aussi parler pendant des heures de plein d'autres choses. Et c'est un sujet qui peut être vu de manière simple et qui en même temps est quand même relativement complexe. Tu le disais en début, donc tu le disais hors caméra, je pense. Oui, peut-être. Quand je t'ai touché 2 mots du sujet, on avait déjà 2 vues différentes parce que chacun, tu l'as dit aussi plusieurs fois, a sa vérité. C'est le propre de l'homme et c'est le propre de tout ce qui nous entoure, évidemment. Donc, je pense que c'est aussi ce qui rend le sujet complexe. Donc, c'est vraiment là-dessus que je voudrais qu'on aille. Et donc, ce sujet ici, on va maintenant vraiment commencer à s'adresser aux gens qui aimeraient savoir ou qui aimeraient connaître d'autres vérités que l'heure sur ce sujet-là. Le sujet étant donc oser être soi dans le monde artistique. Ça ne me paraît pas toujours évident. Ça ne me paraît presque pas toujours possible. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'interroger plusieurs personnes autour de moi sur ce sujet-là. J'ai des choses à dire. Question. Oui. Et je sais que tu broderas autour des questions, parce que les questions, il y en a peu, elles sont simples, ciblées. Et après, je te laisse broder. Oui, moi, je pars souvent dans plein de directions différentes, mais vas-y. Et donc, ma question, la première, c'est est-ce que ça a été facile pour toi de comprendre, de trouver et puis d'assumer qui tu étais en tant que personne, d'abord, avant même de penser à l'artiste, en tant que personne? Oui. Alors, assez facilement pour moi, oui. J'ai eu un regret. Donc, à 21 ans, je deviens professionnel dans la magie, mais je deviens aussi comédien professionnel et j'ai la chance de travailler avec Bernard de Coster, qui à l'époque était un des plus grands metteurs en scène en Belgique. Et je joue dans une pièce qui s'appelle Fantomas, d'un auteur surréaliste belge que personne ne connaît. Moi, je suis tombé en amour pour lui. Il s'appelle Ernst Moorman. Je suis tellement tombé en amour pour ce gars. J'ai été dans
les bouquinistes cherchaient les œuvres originales des années 30, 32, 36, etc. Je les ai achetées et parfois dédicacées de sa main. Et c'était E.M. Ernst Moorman. Et donc, le seul regret que j'ai eu, c'est que j'ai quitté l'école assez rapidement. C'est-à-dire à 21 ans, je voulais être prof de gym, donc il me restait une année pour avoir mon diplôme et je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai déçu mes parents, bien sûr, mais finalement, aujourd'hui, ils sont très fiers de mon parcours. Donc, le seul regret que j'avais, c'était justement de quitter l'école trop tôt. Moi, je pense que plus un artiste a de la culture, plus son art est riche. C'est vrai. Voilà. Donc, me trouver, moi, j'ai pas eu trop de soucis parce que j'ai pas eu vraiment des idoles. J'ai jamais voulu ressembler à quelqu'un d'autre que moi, même si j'ai bien sûr plein d'influences. Mais je vais te donner un autre exemple qui va contredire en fait ce que je suis. Moi, je ne me considère pas du tout comme un génie, c'est-à-dire je suis un couteau suisse espagnol qui est, on va dire, moyen dans beaucoup de domaines, mais pas dans tous les domaines, bien sûr. Mais je ne suis pas un génie dans un domaine. Je pense que pour être un génie dans un domaine, il faut 24 heures sur 24 se focaliser sur ce domaine. Un de mes grands amis s'appelle Juan Tamariz, c'est certainement un des meilleurs magiciens au monde, c'est une légende vivante. C'est un type qui sait tout sur tout et qui nous trompe, nous les professionnels. Il est 10 ans en avance sur nous. Et dans la vie de tous les jours, Juan est quelqu'un de éteint. Il est éteint. Tu as l'impression qu'il est triste. Et un jour, je dis, Juan, mais quand est-ce que tu es toi? Et il me dit, je suis moi quand je suis sur scène. Donc sur scène, ce type qui ressemble à rien, hein, je veux dire, sans vouloir, je veux dire, il a des longs cheveux, ses dents ne sont pas extraordinaires, il est toujours en jeans, en pull, que ce soit devant la reine d'Angleterre ou ailleurs, mais avec sa simple présence, il illumine, il est exceptionnel. Un jour, je lui dis, mais Juan, quel est le public le plus nombreux avec lequel tu as pu partager un moment? Il me dit 24 000 personnes. Je dis, 24 000, il n'y a pas de salle de 24 000. Si, c'était un stade de foot. Et je dis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un tour de cartes. Ah, tu avais un écran géant? Non. Tu avais des cartes géantes? Non. Des cartes normales. Okay. Et il me dit, oui, je sais qu'à partir du deuxième rang, les spectateurs ne voyaient plus. Mais ceux qui étaient derrière voyaient mieux que ceux qui étaient devant parce qu'ils voyaient avec leur imaginaire. Et avec lui, c'est vrai. Je le sais que c'est vrai. Avec moi, certainement pas, mais avec lui, c'est vrai. Donc, je pense qu'il y a effectivement la personne que nous sommes. Et il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est des bipolaires ou des schizophrènes, des gens en fait qui sont... J'ai un exemple, je ne le connais pas du tout, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui, c'est Notet. Loïc Notet. Ouais. Loïc Notet, je le vois en interview, petite voix comme ça, il dit ci, ça. Il est sur scène, il est incroyable. Je prends Michael Jackson. Michael Jackson était timide, sur scène, c'était une bête, un monstre. Et donc, je pense que parfois, il y a des gens, des artistes qui sont eux sur scène, pas dans la vie de tous les jours. Ouais. Johnny Hallyday, je l'ai croisé, on a travaillé plusieurs fois ensemble, mais j'ai surtout connu quelqu'un qui est parti une semaine avec lui. Il a dit c'était quelqu'un pas très intéressant dans la vie de tous les jours. Ouais. Par contre, sur scène, incroyable. Donc, je pense qu'il y a cette vérité-là. Et puis, il y a des gens qui sont, on va dire, moi, je pense être moi-même dans la vie de tous les jours sur scène. Bien sûr, sur scène, je vais, comme je suis devant un public, je vais mettre un peu plus d'énergie. Je vais m'habiller, on va dire. Tu vas mettre ton habit d'artiste. M'habiller ou me déshabiller. Parce que ouais. j'ai fait 15 ans d'impro. Hein, j'étais dans l'équipe nationale belge, j'ai fait les championnats du monde à Montréal contre Jamel Debbouze qui était dans l'équipe française. Et en impro, on se déshabille, on ne s'habille pas. On se déshabille, c'est-à-dire on est nous, sans aucun artifice, si ce n'est la créativité qu'on peut avoir, les personnages qu'on va jouer. Mais on peut être un excellent improvisateur et un mauvais comédien, comme on peut être un très bon comédien et un mauvais improvisateur. Donc, se déshabiller devant les gens, ça ne me fait pas trop peur. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là pour d'abord me plaire à moi. Ça, c'est important. Ah ouais. Ça, c'est vraiment important. Ça fait partie des choses que j'enseigne. Alors, je ne me suis pas présentée au début de la vidéo, mais je me représenterai. Je ferai un petit quelque chose avant où je noterai en dessous, c'est sur ma page. Et donc, moi, je suis praticienne en travail sur la voix, confiance en soi, développement personnel et artistique. Et donc, ça fait évidemment partie des choses, des points importants que j'aborde avec les gens. Donc, je suis ravie de t'entendre
parler de Par ça. contre, j'ai reçu à l'époque où je présentais Carlos et les autres, Annie Cordy, qui est une grande dame. Et je lui disais, moi, quand je travaille, c'est pour moi, pour me faire plaisir. Elle me disait, vous n'y comprenez rien, monsieur. Il faut travailler pour les autres. Comme quoi, on a encore des voilà. vérités. Et voilà. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une vérité. Il y a des vérités aussi nombreuses que les lignes de nos mains. Moi, je sais que je n'ai pas envie de me prostituer pour réussir. Hein, comme dans l'inspiration, je disais, certains sont prêts à tout pour être dans la lumière et d'autres sont simplement lumineux. Je préfère les gens lumineux. Parce que je pense que ceux qui sont prêts à tout pour être dans la lumière vont être dans la lumière, vont peut-être avoir une grande réussite, mais lorsqu'ils seront plus vieux, qu'ils vont se regarder dans un miroir, est-ce qu'ils seront heureux d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont? Moi, je ne suis pas à la recherche de la popularité ni de la richesse. Si elle arrive, tant mieux, je suis très content, mais je suis moi, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Même si être soi, c'est compliqué, hein. Nous sommes d'accord. Et ça, c'est compliqué, mais oui, je suis assez d'accord avec cette idée-là comme tu disais, qu'on soit plutôt calme dans la vie et puis tout d'un coup qu'on explose sur scène ou l'inverse. Je pense que ce qu'il faut, et c'est un peu ce que j'essaie d'amener en expliquant que ma vérité à moi, c'est de devoir se trouver en tant qu'être humain pour pouvoir être l'artiste qu'on veut être. Si je dois le traduire avec d'autres mots, c'est plutôt, oui, être vrai, en fait. Être sur scène pour les vraies raisons, pour les bonnes raisons, en étant la vraie personne. Alors, même si on s'habille ou si on se déshabille sur scène, mais être là pour les bonnes raisons et de la bonne façon par rapport à notre vérité à nous. Oui, je suis d'accord. J'avais envie de dire quelque chose, mais voilà, c'est parti dans une autre direction. Donc, je peux pas aller plus loin que ça. On va continuer. Ça reviendra peut-être. Oui. Voilà. Alors ici, j'ai une question qui est sous-jacente. Bien que tu aies finalement commencé à y répondre, peut-être que ça te ramènera à ce que tu voulais me dire. Cette question était, une fois que tu t'es donc trouvé comme personne, comme être humain, est-ce qu'il a été facile pour toi d'être cette personne sur scène ou à la télé? Alors, justement. Es-tu cette personne sur scène et à la télé? Et si c'est le cas, je vais faire une boucle. Quand j'ai eu le bonheur d'être le premier dans l'histoire de la télévision belge à avoir son prénom dans un titre d'émission, ça s'appelait La Bande à Carlos, ou Carlos et les autres, je ne sais plus je crois que c'était La Bande à Carlos. Ouais. C'était un journalier, donc un talk show journalier du lundi au vendredi en direct. Et je voulais de moi-même. Donc pendant une semaine, j'ai été moi-même, je me suis enregistré et j'ai regardé et je me suis ennuyé. Parce que quand j'étais moi-même, comme quand on est chez un copain, chez une copine, ben, on ne donne pas la même énergie que quand on est face à une caméra. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Après une semaine, j'ai commencé à grossir mes traits. C'est-à-dire, au lieu de dire « Bonjour, j'espère que vous allez bien », je disais « Bonjour, j'espère que vous allez bien », je donnais plus d'énergie. Ouais. Comme quand on est sur une scène au théâtre, hein, on donne plus d'énergie. Au cinéma, c'est différent, parce que le cinéma, effectivement, on peut avoir ce qu'on appelle des close-up, hein, donc c'est encore différent. Donc, je pense qu'il y a différents naturels. Il y a le naturel de la vie de tous les jours, et puis il y a le naturel de la scène. En revanche, en ayant la chance d'être juré dans Belgium's Got Talent, je vais revenir à la technique à être soi-même, j'ai eu des gens qui techniquement étaient incroyables, bon, il n'y avait rien, il y avait une coquille vide. Puis j'ai vu des gens qui techniquement n'étaient pas terribles, ils étaient vrais. Ah, ouais. Et pour moi, donc, ce dont tu parles, c'est-à-dire être vrai, être authentique, le public le sent à un moment donné. On peut bien sûr le tromper, mais pas longtemps. Pas sur le long terme. Et c'est pour ça que je pense que les gens vrais. Alors, le premier qui me vient comme ça à l'esprit, bien sûr, c'est Jacques Brel, qui était d'une intensité exceptionnelle et qui, pourtant, avant chaque fois qu'il montait sur scène, était malade tellement il avait le trac. Donc, on peut être extraordinairement bon et finalement avoir cette sensibilité immense, ce qui est d'autant plus, pour moi, touchant. Il y a voilà, moi, je suis touché par, effectivement, le talent. Mon maître disait, l'art ne peut exister quand on pense que l'art n'existe pas. Enfin, c'est un peu complexe à dire. C'est-à-dire, si je sens la technique, je dis, il travaille bien, il a une bonne technique. Ouais.
Si je ne sens pas la technique, je suis dans une autre dimension émotionnelle. Là, je suis dans la véritable voie artistique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. Voilà. C'est beaucoup partie des choses dont je parle avec les personnes avec lesquelles je travaille. Ça les travaille beaucoup, ça aussi, avoir de la technique et faire les choses bien. Et pour beaucoup, c'est envoyer, alors que c'est pas toujours le cas, etc. On en est encore beaucoup là, etc. Oui, bien sûr. Et donc, arriver à leur apporter cette balance entre bien sûr qu'il faut la technique, pas tellement pour envoyer dans ma vérité, plus pour ne pas se blesser, en fait. Pour préserver les cordes vocales. Préserver les cordes vocales, etc., et tout le corps, finalement, parce que tout est lié. En tout cas, ça, c'est ma façon de travailler. Mais trouver cet équilibre aussi entre on s'en fout, quoi. On est soi, on se fait du bien, on fait du bien à l'extérieur et on lâche des émotions. Et c'est souvent dans les moments où, finalement, la technique est le moins présente que tout d'un coup, il se passe quelque chose. C'est ça, c'est quand la technique fait partie intégrante de notre personnalité qu'elle n'est plus présente. Mais on l'a travaillé pendant des années pour arriver à ça. C'est ça, à mon sens, c'est ça le véritable art, c'est de ne plus sentir la technique. Oui. Et je pense, comme je te disais, de l'avoir autrement que comme un outil qui va nous faire performer, mais plus comme un outil qui va nous protéger. Et je pense que ça change aussi. C'est une belle, j'aime beaucoup la cette idée. De l'aborder et d'avoir envie de s'en servir ou de la mettre à profit pour les autres. Je pense que c'est et c'est probablement moins de pression, parce que c'est aussi le sujet dont on parle. Je pense que si on arrive à avoir la technique comme ça, en tout cas, c'est plus la même pression. Moi, je vais t'avouer, j'ai eu, parce que j'ai écrit sur des tracks aussi. Quand j'ai commencé la magie, j'étais champion de Belgique, j'étais champion d'Europe, premier prix à Las Vegas, etc. Quand j'ai commencé, je pouvais avoir les plus grands maîtres devant moi, j'avais aucun stress, rien. Et plus mon niveau technique a augmenté, plus le stress est arrivé. À tel point qu'il est devenu handicapant. J'ai eu le mauvais stress. À tel point que je me disais, mais pourquoi je fais ce métier? Je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien, je souffre. Terrible. Hein. Et je voulais être parfait. En 87, quand je gagne le premier prix à Las Vegas, je n'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais stressé. Et quand j'ai fait le concours, ça s'est bien passé. Tant mieux, je touche du bois. Et puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et j'ai appris que je cherchais la perfection. Et j'ai appris que je n'atteindrais jamais la perfection. Qu'il faut être heureux sans perfection. Et j'ai appris à être moi. J'ai appris à ne plus être acteur et spectateur d'une communication. Et j'ai appris à, lorsque je suis dans le moment présent, être pleinement en pleine conscience dans ce que je fais. Et si je suis en pleine conscience dans ce que je fais, je ne suis pas en train de penser aux personnes qui sont en train de me regarder en me disant ouais, mais il fait des fautes de français, ou il fait ci, ou il fait ça. Non, je m'en fous. Je veux être moi. Et être moi, c'est être libre. Et si on est attaché par la technique, par la manière dont on va bouger sur scène. Ah oui, mais il faut que je rentre sur scène avec, donc côté jardin, il faut que je rentre avec la jambe gauche. Qu'est-ce que j'en ai? Voilà. Non, alors c'est foutu. Donc je pense que la liberté, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens libres. La magie, l'illusionnisme, hein, bien sûr, le mentalisme, parce que le mentalisme, c'est de l'illusionnisme déguisé, en tout cas à 80%. C'est très, 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 très technique. On doit à la fois maîtriser nos accessoires, maîtriser le regard, on est notre propre metteur en scène, notre propre auteur, c'est énormément de choses à faire. Et trouver cette liberté dans ce domaine est assez compliqué. Voilà. Mais bon, petit à petit, j'y arrive, ça prend du temps. Et c'est un vrai bonheur quand on a ça. Et il m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois dans mon existence d'être un avec l'univers en faisant de la magie. Mais je ne peux pas. Ah oui, c'est dingue. Mais je ne peux pas le reproduire. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé. Je ne sais pas quel était le moment de grâce que j'ai eu à ce moment-là. L'alignement. Tu m'amènes directement. Alors, tu as déjà répondu à ma question suivante, mais c'est ça. Ma question était à quel moment l'homme et l'artiste se sont-ils alignés et comment l'as-tu su? Et ben, je pense que c'est ça, en fait. C'est ces moments-là. Alors, je l'ai senti, mais te dire de pouvoir le reproduire à volonté, moi en tout cas, je n'y arrive pas. Peut-être que d'autres artistes y arrivent, moi non. J'arrive à être satisfait de moi, comme parfois je me trouve très bien sur scène. Et la réaction publique est moyenne. Puis parfois je ne me trouve pas bon et j'ai un succès incroyable. Donc je ne maîtrise pas ces inconnus, cette formule magique, cette alchimie, comme quand un homme et une femme vont se rencontrer, ils se voient pour la première fois et il se passe quelque chose.
Pourquoi? C'est pas de physique, il y a quelque chose d'invisible, il y a quelque chose de... Voilà. Ben oui. À l'invisible. Voilà, l'empreinte de l'invisible. Alors, il me reste, on est déjà presque au bout, je veux dire presque au bout, parce qu'on parle beaucoup finalement, on est plutôt bien. Quand on sait maintenant tout ça avec quoi tu jongles, est-ce que tu dirais que tu as réalisé ton rêve ou est-ce que tu dirais que tu as réalisé tes rêves? Ah bah oui, j'ai réalisé mes rêves, mais j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres à réaliser. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, c'est incroyable. Je pense que tout ce qu'on imagine est aussi vrai que la réalité, que les rêves, à force d'y croire, de croire en eux, deviennent des réalités. Moi, dans ma vie, il y a eu des choses magiques. Je n'ai jamais voulu être animateur de télévision. Et un jour, je me dis, tiens, j'aimerais bien quand même un jour présenter une émission de télévision. Une semaine après, Claude Delacroix, qui était directeur de la télévision belge, RTBF, Centre de production de Bruxelles, m'appelle pour me proposer d'être soit le maître de cérémonie l'animateur d'une émission de télévision, soit un rubriqueur, soit pas choisi parce que pas bon. Et je deviens animateur de télé. Un jour, je passe devant le Théâtre Royal des Galeries et je me dis, j'aimerais bien un jour travailler là. Une semaine après, David Michels, le directeur du théâtre, m'appelle. Et je fais 2 saisons là-bas. Donc, il y a des choses incroyables. Je pense que la vie nous offre beaucoup de signes, qu'on n'est pas tous capables de les voir. Je pense que la vie nous offre des opportunités, que parfois on les rate. Mais je pense que la vie, si on parvient à ouvrir nos œillères, à voir l'invisible, on reparle encore de l'invisible, à être sincère avec soi-même, tôt ou tard, les choses arrivent. Tôt ou tard. Et je m'en fous. Moi, aujourd'hui, je vais sur mes 57 ans. Donc avant, j'étais un jeune premier, maintenant, je suis un vieux dernier. Non, mais je veux dire par là, l'âge n'est pas important. Quand on prend Morgan Freeman, son premier film, il a fait 52 ans. Ouais, tout le monde aurait dit, mais t'es trop vieux pour faire du cinéma. Aujourd'hui, regardez la carrière qu'il a. Donc, faites-vous confiance. Ne pensez pas en forme d'âge. L'âge n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'authenticité, c'est la vérité, c'est ce que vous voulez transmettre. Après, voilà, si on peut plaire à un maximum de personnes, tant mieux, parce qu'alors on peut toucher. Moi, je dis dans mes spectacles, je mets des graines de sagesse dans la tête des gens. C'est un peu prétentieux, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. C'est vrai. Et parfois, ça pousse, parfois pas. Bon, mais tant pis. J'ai fait mon travail. Oui, c'est un peu un travail de guide, quoi. Oui, c'est ça, de guidance. Aussi planter des petites choses. Voilà. Et puis après, je lisais une petite phrase tout à l'heure qui disait je peux te conduire jusqu'à la rivière, mais je ne peux pas boire à ta place. Il y a un peu de ça, hein, amener les gens jusqu'à la rivière. Après, à eux d'apprendre à boire. Non, mais je peux t'aider, je peux prendre de l'eau et tu peux boire. Mais voilà, après, c'est toi qui dois boire. Je ne vais pas boire pour toi. Exactement. Est-ce votre dernier rêve, Carlos? Non, j'espère que des rêves, j'en aurai des tas. Chaque rêve est et pour moi, un rêve, c'est quoi? C'est un objectif qu'on se fixe, que ce soit au niveau de l'écriture. Alors, bien sûr, j'ai des rêves. Bien sûr, par exemple, oui, j'aimerais bien toucher. J'ai touché au théâtre, j'ai touché au seul en scène, j'ai un peu touché au cinéma, mais brièvement. Oui, j'aimerais bien être sur un plateau de cinéma pour faire au moins un rôle et me dire je suis bon, je suis mauvais, parce que peut-être que je suis très mauvais. Mais voilà, je ne vais pas non plus frapper aux portes. Je n'aime pas frapper aux portes. En revanche, je travaille tous les jours pour parfaire ma technique, pour travailler ma créativité, mes textes, etc. Je vois des tas de gens, par exemple, dans des bars, qui ont un talent fou, mais ils restent dans leur bar à boire toute la journée. Et c'est dommage, parce que ce trésor intérieur qu'ils ont, c'est-à-dire, en japonais, on appelle ça le ikigai. Voilà. Cet ikigai, ils ne permettent pas de le montrer aux autres. Et il suffit d'une rencontre pour transformer une destinée. Une seule rencontre. Donc des rêves, oui, j'en ai et j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. Et tous les matins, tous les soirs, je parle à mes anges, ou mon ange, ou mes entités. Je parle à mon corps, parce que mon corps a toujours raison. C'est lui qui détient la vérité. Je suis convaincu que la plupart d'entre nous, lorsque nous allons dans une direction qui est contre notre propre nature, par amour par exemple, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire,
on développe des maladies. Ça peut être des ulcères, ça peut être des cancers, ça peut être... Donc, écouter son corps, lui parler, le remercier d'être en bonne santé. Parce que quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Mais quand on n'est pas bien, c'est là où on se rend compte qu'on n'est vraiment pas bien. Et la chance qu'on a d'être en bonne santé. Moi, j'ai commencé ma vie avec ce qu'on appelle, à l'âge de 2 mois, avec une arthrite généralisée. Donc aujourd'hui, je devrais être... Si j'avais donc arthrite généralisée, mon père me piquait tous les jours, 3 fois par jour. Enfin bref, j'ai été sauvé par un sorcier, donc quelqu'un qui faisait du bien mais sans diplôme. Donc je crois bien sûr aux êtres de pouvoir. Et si j'avais écouté les médecins, aujourd'hui, je serais en chaise roulante. Et je travaille tous les jours de mon corps. Donc, prenez conscience que notre corps, c'est notre seul moyen de locomotion dans cette vie. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas le tram, ce n'est pas le train, c'est le corps. Il faut en prendre soin. Un élastique, on le met dans un tiroir, pendant 1 mois, on n'y touche pas, on ouvre le tiroir, on fait ça, l'élastique, il casse. Si tous les jours on fait ça, au bout d'1 mois, l'élastique fait ça. On va faire la même chose pour notre corps, pour notre esprit, etc. Donc, je te propose de tirer 2 cartes. D'accord. La première... Est-ce que je peux mélanger? Exactement, tu peux les mélanger. Oui. Tu peux les mélanger. Parfois s'il y en a une qui saute toute seule et qu'elle saute toute seule. Non, elle ne sautera pas parce que je manipule bien les cartes. Donc voilà, 2. Je dis ce que c'est. Voilà. Et surtout, tu me donnes ton ressenti. Alors, le discernement et la clairvoyance et la prière. C'est marrant parce que ça me correspond très bien, je trouve. La prière, parce que tous les matins, tous les soirs, je prie. Alors, je crois au cercle sacré, c'est-à-dire au grand mystère, comme les Indiens d'Amérique le nommaient. Je ne crois pas en Yahvé ou en Allah. Enfin, voilà. Je pense que l'homme a fait ce qu'il veut de la religion pour manipuler les autres. Donc, la prière, oui, je prie tous les jours. Mais c'est l'intention, voilà. La manifestation. Oui. C'est surtout une prière que j'ai inventée. Et le discernement et la clairvoyance, je pense que nous avons accès à d'autres réalités, d'autres vérités. Donc voilà, ce sont vraiment des cartes qui me correspondent bien. Et tu peux aussi, alors je te propose celle-ci, alors là on est sur simplement un petit message généralement qui fait du bien. Voilà. D'accord. Alors, donc c'est un message d'un des anges. Ne crains pas de demander assistance à tes guides, tes guides aiment te venir en aide. J'en suis convaincu aussi. On en parle. J'en suis convaincu. Ils m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Et donc voilà. Carlos, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si je t'appelais Ness ou... Si, tu peux m'appeler Ness. Ici, je suis Ness. Je suis Candy uniquement quand j'écris. D'accord. D'ailleurs, je suis Ness quand j'écris aussi, en réalité, mais c'était vraiment un choix pour faire la différence entre mon travail d'écrivain et puis mon travail. Donc, ça veut dire qu'elle a au moins 2 personnalités, peut-être même une 3e. Donc, elle est comme moi, schizophrène. On me le dit souvent, oui, on me le dit souvent. Voilà. Merci pour ta spontanéité, pour d'avoir accepté de venir parler de tout ça. Et puis, on se retrouve bientôt, du coup, sur Internet avec cette petite vidéo. Et je partagerai, et puis plus on va dire les téléspectateurs, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, enfin les internautes, découvrir ça, vont découvrir ça, et puis vont réfléchir, vont découvrir d'autres personnalités. C'est ça la richesse. La richesse, c'est la différence. Donc, soyons nous-mêmes, ne soyons pas quelqu'un d'autre, et comme ça, on sera encore plus riche. Voilà. Merci beaucoup. Bonheur.